à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau tuto Amaté qui va être dédié aux variables à expliquer, aux variables explicatives et particulièrement dans les liens, dans les analyses factorielles où on parle plus souvent de variables actives et de variables supplémentaires. Et on va accueillir Nicolas Robette pour qui nous reprécise un certain nombre de choses et faire des liens parfois insoupçonnés avec d'autres méthodes statistiques. Donc Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté cette énième invitation au tuto Amaté et on te laisse la parole pour nous présenter cette distinction entre variables à expliquer et variables explicatives. Oui, ben, merci pour l'invitation. Du coup, ça va reposer sur des choses qui sont relativement récentes pour moi, que j'ai découvertes ces dernières années en préparant des cours principalement, et mais qui me semblent pouvoir être intéressés plus largement. Alors, hop, j'arrive à... Voilà. Actuellement, on a souvent des fausses oppositions, notamment entre régression et analyse factorielle. Les régressions étant considérées comme des méthodes explicatives, confirmatoires, et les analyses factorielles de manière parfois un peu péjorative, comme de simples méthodes exploratoires ou descriptives. Ceci étant dit, c'est comme un certain nombre d'autres oppositions qui structurent les discussions de méthodes statistiques, elles sont pas toujours très pertinentes à mon avis, et notamment pour plusieurs raisons. Du point de vue technique, si on réfléchit à ce que font les régressions et ce que font les analyses factorielles, une ACP par exemple, elle repose sur des corrélations entre variables, et les régressions, c'est aussi une régression linéaire, ça repose aussi sur des corrélations brutes ou partielles, mais voilà, ça reste aussi des calculs de corrélation. Du coup, d'un point de vue purement technique, c'est une opposition qui ne tient pas tellement la route, en tout cas qui n'est pas très intéressante. Par contre, là où ça peut devenir intéressant, c'est si on réfléchit aux usages qu'on veut faire des méthodes. Et en fait, ce que je voudrais défendre là, c'est qu'on peut tout à fait utiliser des régressions de manière purement descriptive, exploratoire. On peut aussi tout à fait utiliser des analyses factorielles pour confirmer des hypothèses ou voilà, expliquer un monde social, etc. Donc, voilà, il faut avant tout réfléchir aux usages, mais les méthodes, elles ne renferment pas par nature, entre guillemets, un côté confirmatoire ou exploratoire. Et puis, bon, là, la suite de la présentation va se centrer avant tout sur les analyses factorielles, avec l'idée que la distinction qu'on fait quand on utilise des régressions entre une ou plusieurs variables qu'on cherche à expliquer, et puis un certain nombre de variables explicatives qu'on va mettre plus ou moins en concurrence pour justement cette explication. Cette distinction-là, elle est présente la plupart du temps finalement quand on fait des analyses factorielles classiques, et il existe aussi des variantes d'analyse factorielle qui sont plus spécifiquement qui permettent plus spécifiquement justement de prendre en compte des variables auxquelles on accorde différents statuts dans l'analyse ou dans l'interprétation. Alors, je vais commencer, après discussion avec les organisateurs, par un rapide rappel sur les analyses factorielles. Enfin, voilà, la question était de savoir jusqu'où aller à ce niveau-là. Mais bon, voilà, je vais dire quelques mots sur les analyses factorielles en général, sans trop rentrer dans les détails techniques. Mais l'objectif, généralement, quand on utilise des analyses factorielles, c'est de résumer des grands tableaux. On a beaucoup d'observations ou beaucoup de variables, et donc de produire des résumés qui peuvent être statistiques avec des indicateurs, ou aussi sous forme graphique, avec comme autre objectif donc de faire émerger les structures, les traits saillants, c'est-à-dire en gros je vais y revenir, mais en gros quelles variables sont corrélées entre elles, etc. On peut aussi avoir un objectif plus modeste, qui serait de réduire la dimensionnalité des données. Autrement dit, si on a un tableau avec beaucoup de variables,
de récupérer à l'issue de l'analyse factorielle un tableau avec un peu moins de variables qui vont être un résumé correct de nos données de départ et nous permettre de faire des choses plus simplement, puisque donc on aura un nombre de variables plus limité à la fin. Et puis, bon, ça c'est peut-être un peu moins utilisé en sociologie, mais ça dépend beaucoup des disciplines. En psychologie, c'est assez présent. On peut utiliser les analyses factorielles pour construire des indicateurs, des scores ou des facteurs selon les cas. Dans la préhistoire des analyses factorielles, il y avait l'idée de construire un score d'intelligence à partir de ce type de méthode. Donc le type de questions que les analyses factorielles vont permettre de traiter, c'est de savoir est-ce que dans un corpus, dans un tableau de données, est-ce qu'on a des observations qui se ressemblent, quelles sont les proximités entre les individus, et puis par symétrie aussi, du point de vue des variables, quelles sont les variables qui se ressemblent, sur quelles variables sont fondées les ressemblances entre observations. Et donc on a toujours, quelles que soient les méthodes factorielles, ces allers-retours entre les observations et les variables. Une autre manière encore de dire de manière un peu générique et de rentrer un peu plus dans le fonctionnement des analyses factorielles, c'est qu'une analyse factorielle va traduire un tableau dans un espace sous forme d'un nuage de points. Donc on trouve toujours cette symétrie, un nuage des observations, enfin des individus statistiques, ou un nuage des variables. Et si on prend un exemple, qu'on a, mettons, un tableau à analyser avec 15 variables, on peut, sans aucune transformation, représenter ce tableau dans un espace à 15 dimensions. Simplement, un espace à 15 dimensions, on ne peut pas vraiment se le représenter au-delà de 2 supports papier ou éventuellement de 3 dimensions. On peut encore arriver à se donner des représentations, mais après, ça devient plus ou moins impossible. Et donc, l'analyse factorielle va permettre de visualiser ces nuages de la manière la plus précise, qui rende le mieux compte possible de la richesse des données. On va essayer de prendre la meilleure photo avec un principe qui est celui d'étalement maximum, c'est-à-dire qu'on considère que la meilleure photo qu'on peut prendre, c'est celle où le nuage s'étale au maximum, celle qui donne à voir le plus d'informations. Si vous voulez représenter un chameau en 2 dimensions, vous cherchez sous quel angle le représenter, en fait, spontanément, on va le représenter de profil, parce que c'est ça qui va nous permettre de mieux décrire les spécificités d'un chameau tel qu'on le voit, tel qu'on se le représente. Donc on peut parler d'un changement de repère, c'est-à-dire que notre espace à n dimensions de départ, c'est un repère, et on va essayer de changer de repère, opérer une sorte de rotation pour donc essayer de résumer donc notre nuage, mais de la manière la plus fidèle possible. Alors, dans les résultats que produisent une analyse factorielle, on a des nouvelles dimensions, des axes. Normalement, il y a autant d'axes qu'on a de variables dans le tableau de données de départ. Simplement, généralement, on va interpréter, analyser seulement les premiers axes, pour une bonne raison, qui est que les axes sont hiérarchisés les uns par rapport aux autres. C'est le premier axe qui est le plus important, qui décrit le mieux la richesse des données. Le deuxième axe est l'axe le plus important parmi les axes restants, et ainsi de suite. Donc, généralement, en se cantonnant aux premiers, aux deux premiers, 3, 4 premiers axes, on arrive à rendre compte des principales caractéristiques des données, en tout cas de celles qui sont interprétables et intéressantes à interpréter. Puis un dernier point peut-être technique sur ces axes, c'est que dans ce nouveau repère produit par l'analyse factorielle, les axes sont perpendiculaires, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants les uns des autres, ils sont non corrélés.
Et donc, voilà, l'analyse factorielle à la française, telle qu'elle s'est beaucoup développée avec l'école de Benzekri dans les années 70 et par la suite. En fait, c'est une grande boîte à outils dans laquelle il y a quelques techniques très connues et puis d'autres un peu moins, qui sont souvent des variantes ou un peu des bricolages, entre guillemets, à partir des techniques de base. Et donc, ces techniques de base, elles sont au moins 3. On peut utiliser l'analyse factorielle des correspondances, l'AFC, lorsqu'on traite d'un tableau de contingence. Enfin, dans le cas général de l'AFC, c'est qu'on a un tableau qui croise 2 variables et on peut donc analyser ce tableau à partir d'une AFC. Lorsqu'on a un tableau avec des individus en ligne et des variables numériques en colonne, on va faire une analyse en composante principale, une ACP. Et lorsqu'on a un tableau avec des individus en ligne et des variables appelées qualitatives ou catégorisées en colonne, on peut faire en tout cas une analyse des correspondances multiples. Voilà pour le rappel. Et maintenant, on va passer donc un peu plus au cœur de la présentation, avec une première étape qui est donc, si on se rappelle que l'idée c'était de voir la distinction entre variable à expliquer et variable explicative. On peut déjà constater que en sciences sociales, les analyses factorielles telles qu'on les utilise, elles distinguent souvent 2 types de variables. On va souvent commencer par réaliser une ACP ou une ACM selon la nature des variables sur un premier ensemble de données. C'est des variables qu'on appelle les variables actives, donc celles qui vont participer à la construction des résultats de l'analyse factorielle. Et on peut, c'est facultatif, mais on peut dans un second temps projeter sur les résultats d'autres variables, donc qui n'ont pas participé à la première étape, mais on va pouvoir voir où elles se positionnent dans ce nouveau repère, c'est-à-dire dans les résultats de l'analyse factorielle. Ces variables supplémentaires ou illustratives. Et généralement, si on regarde les travaux qui adoptent ce type d'approche en sciences sociales, en fait, ça recoupe complètement la distinction entre variables explicatives et variables à expliquer. Et ça peut marcher dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que la pratique la plus courante, disons, ça va être d'utiliser comme variable active, donc dans une première étape, des variables, par exemple, de pratiques culturelles, d'opinions politiques, etc. Donc pour construire un espace des opinions ou des pratiques. Donc on a là les variables qui sont plutôt à expliquer dans ce cas-là, qui sont considérées comme les variables actives. Et puis, dans un deuxième temps, on va projeter des propriétés sociales du type sexe, âge, diplôme, PCS, revenus, etc., sur les résultats de l'analyse factorielle, donc sur cet espace des pratiques ou des opinions. Et ces propriétés sociales sont généralement dans l'interprétation considérées comme variables explicatives de l'espace des pratiques ou des opinions. Ceci étant dit, même donc si c'est l'approche la plus courante, il est tout à fait légitime de faire le contraire, c'est-à-dire de commencer par construire un espace social, un espace des propriétés sociales, et ensuite de projeter en supplémentaire des indicateurs de pratique, de goût, d'opinion, etc. Non. Si c'est peut-être un peu moins employé, c'est que généralement, dans les enquêtes, on a un peu moins de richesse au niveau des données en ce qui concerne les propriétés sociales. Et donc, ça c'est pas toujours tout à fait pertinent de vouloir construire un espace social à partir du peu de propriétés sociales dont on dispose. Alors, un exemple assez simple à partir de l'enquête pratique culturelle des Français de la dernière édition de 2018. Donc, c'est des individus de 15 ans et plus. On a à peu près 9000, un peu plus de 9000 observations. Et là, on va s'intéresser aux goûts musicaux à partir d'une première batterie de questions présentes dans le questionnaire. Il y a une liste de 12 genres musicaux et parmi cette liste, les enquêtés sont invités à dire s'il y a des genres qu'ils aiment particulièrement. Donc là, on a 12 variables catégorielles avec une réponse en oui ou non, selon qu'on aime ou pas
ces genres musicaux. Et donc là, j'ai fait une ACM sur ces genres musicaux en variable active, et j'ai ensuite projeté en variable supplémentaire 3 propriétés sociales, le sexe, l'âge et le diplôme. Alors, bon, ça pourrait passer du temps à observer le graphique dans le détail, je vous le montre, et après sur l'interprétation, je vous demande de me faire un tout petit peu confiance, et d'autant plus que on a parfois tendance à donner trop d'importance au graphique dans l'interprétation des analyses factorielles, à mon avis, et en fait rigoureusement, si on ne veut pas parfois tomber dans quelques pièges et mauvaises interprétations, on ne peut pas s'arrêter là, il faut aller recourir à des indicateurs, à des aides à l'interprétation comme les contributions des variables, voilà, que je ne présente pas là pour aller un peu plus vite. Mais donc, voilà, pour résumer un peu ce que donne cet espace des goûts musicaux, on a un premier axe qui oppose le goût pour la musique classique et l'opéra à droite, au goût pour principalement le rap, le R&B et l'électro à gauche. Puis sur le deuxième axe, l'axe vertical, on a une opposition entre la chanson française en bas et un peu tous les autres genres, mais en fait ce qui contribue le plus en haut du plan, en haut de cet espace, c'est l'opéra, le jazz et le classique. Si maintenant on projette sur cet espace nos 3 variables supplémentaires, nos 3 propriétés sociales, on peut voir que sur le premier axe, on a les catégories d'âge qui sont assez bien alignées avec ce premier axe, avec finalement du côté des jeunes le goût pour le rap, le R&B, l'électro, et du côté des personnes plus âgées, le goût pour le classique ou l'opéra. Sur le deuxième axe, là, on voit que ce sont les modalités de niveau de diplôme qui sont assez bien alignés avec ce deuxième axe, et on voit que du côté des moins diplômés, on a la chanson française, et puis en haut de l'espace, du côté des plus diplômés, l'opéra, le jazz et le classique. Donc, on a une structuration des goûts par les différences d'âge sur le premier axe, et par le capital culturel, et les ressources culturelles sur le deuxième axe, qui, du coup, deuxième axe peut nous donner une indication de la position des différents genres musicaux sur une échelle de légitimité. Et on voit, si on veut regarder vraiment dans le détail, que les hommes sont légèrement plus du côté des goûts des jeunes et des plus diplômés, mais que voilà, le sexe n'est pas très lié à ces deux premières dimensions de l'espace. Alors on pourrait ensuite aller regarder le troisième axe, le quatrième axe, et ainsi de suite, mais voilà, l'idée, c'est pas d'analyser dans le détail, c'est simplement d'illustrer le fait que donc on a bien là une distinction entre des variables qu'on cherche à expliquer les goûts musicaux, et puis des variables explicatives, les propriétés sociales. Alors on peut ajouter à cette distinction avec les variables supplémentaires que les coordonnées d'une variable supplémentaire dans l'espace factoriel, elles correspondent en fait au coefficient de corrélation de cette variable avec les axes factoriels. Donc en fait, voilà, on peut retrouver des coefficients de corrélation à partir donc, des positions des variables supplémentaires. Et on peut même aller plus loin en se rendant compte que du fait de cette propriété des analyses factorielles, qui est que les axes factoriels sont indépendants les uns des autres, ils sont orthogonaux, si on fait la régression d'une variable supplémentaire avec les axes factoriels, avec les coordonnées de la variable supplémentaire sur les axes, les coefficients de régression de la régression, c'est les coordonnées de la variable. Enfin, je crois que je me suis un peu... c'est pas très clair, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de reprendre. Si on fait la régression d'une variable supplémentaire sur les axes factoriels, les coefficients de la régression, c'est les coordonnées de la variable sur les axes. Autrement dit, en fait, on voit que la distinction ici, analyse factorielle et régression, est pas nette, et qu'on peut retrouver certains résultats de l'analyse factorielle à partir d'une régression et vice-versa. Voilà. Alors maintenant, on va voir
une série, pour aller plus loin, une série de variantes des analyses factorielles qui permettent de différentes manières aussi de reprendre cette distinction variable explicative, variable à expliquer. Alors, il existe une méthode qui s'appelle régression sur composante principale, qui est assez connue dans certaines disciplines, mais pas beaucoup dans d'autres. Le point de départ, enfin le cas de figure, disons, auquel ça peut s'appliquer, c'est lorsqu'on a une variable à expliquer unique, qu'on va appeler y, et puis des variables explicatives continues. Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, en fait, c'est de transformer l'ensemble, le tableau des variables explicatives, x, en faisant une ACP, une analyse des composantes principales. Et finalement, au lieu de faire la régression de y sur les variables x, on va faire une régression de y sur les résultats de l'ACP des x. L'avantage étant que ça permet de résumer les données contenues dans x, et surtout que les résultats de l'ACP, c'est des coordonnées des individus sur des axes factoriels, et que ces axes factoriels, ils sont orthogonaux. Et donc, en régression, on peut avoir fréquemment des problèmes de multicollinéarité, c'est-à-dire des variables explicatives qui sont trop liées entre elles, et ça pose des problèmes d'estimation. Là, en passant par cette étape de réduction des données, de transformation des variables explicatives à l'aide d'une ACP, on dépasse ce problème. Voilà. Et donc on peut prendre l'ensemble des résultats de l'ACP, c'est-à-dire tous les axes produits par l'ACP, auquel cas on a le même nombre de variables qu'au départ, mais simplement elles sont décorrélées. Mais on peut aussi ne prendre que les premiers axes de l'ACP, c'est-à-dire en fait résumer, s'en tenir à un résumé et aux axes les plus importants pour décrire ces variables explicatives. Voilà. Alors on peut noter aussi que si les variables explicatives ne sont pas continues mais catégorielles, au lieu de faire une ACP, on peut faire une ACM. Ce sera exactement la même démarche. Alors en fait, cette méthode de régression sur composante principale, elle est strictement équivalente à l'utilisation des variables supplémentaires. Quand on projette y sur l'espace des x, ça revient tout à fait à projeter une variable supplémentaire. Enfin, quand on fait la régression, disons, de y à partir de l'ACP des x, ça revient à projeter y comme variable supplémentaire sur les résultats de cette ACP. Mais les usages qui en sont faits sont assez différents. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est assez peu utilisée dans le contexte de l'analyse des données à la française, parce que dans l'analyse des données à la française, on s'intéresse avant tout à l'espace qui est produit et aux résultats de l'analyse factorielle. Donc on va plutôt s'en tenir à l'usage des variables supplémentaires. Dans d'autres disciplines, en fait, c'est avant tout la régression qui nous intéresse, et donc l'interprétation des résultats de la régression. Et donc dans ces disciplines-là, on va peut-être plus utiliser l'approche par la régression sur les composantes principales. Donc c'est une méthode qui peut être avantageuse quand on a beaucoup de variables, ce qui permet donc de faire des régressions même si on a au départ des problèmes de multicollinéarité. Ça permet aussi même de traiter des cas où on a plus de variables que d'observations, ce qui pose problème avec des régressions classiques. Ou simplement de réduire un peu la dimensionnalité avant la régression, c'est-à-dire avoir un nombre de variables un peu moins important, ce qui peut aussi aider dans l'interprétation. Ceci étant dit, dans cette méthode, l'espace factoriel des variables explicatives, il est construit complètement indépendamment il est construit dans une première étape, c'est-à-dire a priori, et donc complètement indépendamment de la relation entre les variables explicatives et la variable à expliquer y. Donc ça, c'est une limite, dans le sens où les premiers axes de l'ACP ne sont pas forcément les axes qui expliquent le mieux la variable à expliquer. D'où l'intérêt d'aller voir d'autres méthodes, d'autres approches.
et notamment ce qu'on peut appeler les analyses interclasses. Alors, bon, les questions de terminologie, selon les disciplines, les écoles, etc., c'est ce qui rend un peu compliqué de s'y retrouver dans cette littérature, c'est qu'on retrouve des fois les mêmes méthodes avec différentes appellations. Donc, de temps en temps, j'essaierai de préciser des différentes appellations d'une même approche. Donc voilà, l'analyse interclasse, la situation à laquelle ça s'applique, c'est lorsqu'on a une variable à expliquer y et des variables explicatives x, un ensemble de variables explicatives, et y est catégorielle. Donc la variable à expliquer, elle n'est pas de n'importe quelle nature, elle ne peut être que catégorielle, et on dit qu'elle partitionne les individus en groupes. Chaque observation se classe dans une des modalités de cette variable catégorielle, et donc voilà, on partitionne les individus en groupes ou classes, d'où l'appellation analyse interclasse. Et le principe de l'analyse factorielle interclasse, c'est de construire un espace factoriel qui va rendre compte le mieux possible des structures qui différencient les classes. C'est-à-dire une autre manière de le dire, c'est construire l'espace factoriel qui explique le mieux l'appartenance aux classes. Alors on va c'était un exemple pour essayer de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. J'ai repris l'exemple des goûts musicaux, donc les 12 variables de genres musicaux particulièrement aimés, des variables binaires, oui ou non, est-ce qu'on aime particulièrement ces genres-là. Et cette fois, on voudrait construire l'espace des goûts musicaux qui sépare le mieux les différentes PCS. On confronte ces genres musicaux à la PCS à un niveau détaillé en 31 modalités, et de voir qu'est-ce qui, dans les goûts musicaux, sépare le mieux les différentes catégories socio-professionnelles. Alors voilà le résultat. Là aussi, bon, il faudrait du temps pour analyser dans le détail l'espace, mais je vais essayer de vous résumer les principaux résultats sur les deux premiers axes de cette analyse factorielle interclasse. On a un premier axe qui, du point de vue des professions, des PCS, est structuré avant tout par Excuse-moi Nicolas, tout est en actif là. Alors, sur le point de vue technique, j'éclairerai ça après. D'accord, parce que c'est pas le même plan que tout à l'heure, c'est pour ça que... Ouais. En fait, derrière, c'est une AFC. Et donc, dans une AFC, les lignes et les colonnes ont le même statut. Et donc là, les PCS et les goûts musicaux ont le même statut, on peut les projeter ensemble. Donc, il n'y a pas de variable supplémentaire ici. Donc, le premier axe du point de vue des PCS est avant tout structuré par les PCS professions de l'information, des arts, et les professeurs, tout à droite. Et en fait, on retrouve, si on regarde dans le détail, à peu près sur ce premier axe, une hiérarchie sociale des PCS. Et du point de vue des goûts musicaux, l'axe est avant tout structuré par le classique et le jazz, en haut de la hiérarchie sociale. Et on retrouve tout en bas la chanson française et le rap, par exemple. Et puis sur le deuxième axe, qui est un peu plus difficile à interpréter, il y a une opposition d'un côté entre les PCS ingénieurs en entreprise, techniciens, intermédiaires en entreprise, et de l'autre côté, professeurs, instituteurs, mais aussi agriculteurs dans les petites exploitations, employés du public. Et en creusant un peu, c'est des PCS qui sont où il y a des très sexués ou très liés à des catégories d'âge. C'est-à-dire que en fait, en haut, oui c'est ça, en haut on a des PCS qui sont ou assez masculines ou assez jeunes, et en bas des PCS qui sont ou plus féminines ou plutôt âgées. Donc, et alors, du point de vue des goûts musicaux, on a un axe qui est structuré du côté des
des PCS plus masculines ou plus juvéniles, on va dire. Le rap, l'électro, le métal, des genres comme ça. Et puis en bas, on a plutôt l'opéra ou les musiques traditionnelles. Alors, pratiquement, en fait, Y, enfin la variable catégorielle, elle peut être une variable explicative, enfin elle peut être une variable explicative ou une variable à expliquer. Là, tel que je l'ai fait, on cherche l'espace des goûts, des pratiques qui discriminent le mieux la PCS. Alors, il y a un exemple assez relativement ancien de ça dans un article de Louis Chauvel en 99 qui s'appelle, je crois, Du pain et des vacances, quelque chose comme ça, où là, il utilisait les enquêtes budget, je crois, pour construire l'espace des consommations qui discriminait le mieux les PCS. Mais on pourrait aussi faire adopter l'approche inverse et à partir d'un ensemble de propriétés sociales, construire l'espace social qui discrimine le mieux telle ou telle pratique, telle opinion, tel goût. Ce serait aussi tout à fait envisageable. Alors, voilà, sur le côté, sans y passer du temps, mais qu'est-ce qu'il y a derrière d'un point de vue statistique, enfin, comment ça fonctionne, cette analyse interclasse. Alors, si les variables les variables de grand X, enfin, si les variables explicatives sont continues, en fait, on va calculer alors qu'elles soient continues ou pas d'ailleurs, je peux rester sur mon exemple. Ici, en fait, on va transformer le tableau de données. Au lieu d'avoir un tableau de données avec les individus en ligne et puis en colonne les variables de goûts musicaux et en plus une variable de PCS, on va calculer les goûts moyens de chaque PCS. En fait, on va avoir un nouveau tableau avec une ligne par PCS et sur chaque ligne, les goûts, enfin, le profil moyen de goûts musicaux, c'est-à-dire la part, par exemple, la part des professeurs qui aiment le rock et qui n'aiment pas le rock, la part des professeurs qui aiment l'électro, qui n'aiment pas l'électro, etc. Donc voilà, on a un nouveau tableau de profil moyen avec donc une ligne par PCS, donc par la variable de classe, et puis l'ensemble des variables X en colonne de ce tableau. Et ce tableau, on va faire une AFC ou une ACP de ce tableau des profils moyens, selon que les variables de départ étaient catégorielles ou continues. Mais donc voilà, le cœur du truc, c'est de passer par une transformation des données, calcul de profils moyens, et de faire une analyse factorielle de ces profils moyens. Alors, pratiquement, enfin, on pourra discuter logiciel, etc. après, mais on peut coder ces différentes étapes, mais il y a aussi des fonctions qui permettent de le faire directement. Ça, c'est quand même utile d'avoir une petite idée de ce qui se passe derrière. Alors, il y a quelques variantes très proches de cette analyse interclasse qu'on retrouve parfois en fait, dans la littérature anglo-saxonne. L'analyse discriminante linéaire, en fait, c'est quasiment ce que j'ai présenté là, à une question de pondération, enfin de métrique près, mais c'est vraiment quasiment la même chose. Donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Alors, troisième variante, l'approche par les variables instrumentales. Alors là aussi, au niveau terminologie, il faut préciser un tout petit peu pour ceux qui connaîtraient l'économétrie. C'est pas du tout les mêmes variables instrumentales que dans l'inférence causale des économètres, où on va chercher à, j'essaie de le dire gentiment, enfin on va chercher à imiter les conditions expérimentales à partir de données observationnelles avec des artifices économétriques. Là, ça n'a rien à voir. Donc le point de départ, c'est qu'on a par rapport à l'analyse interclasse, on n'a plus une seule variable Y, mais un ensemble de variables Y. Donc on a à la fois un ensemble de variables à expliquer et un ensemble de variables explicatives. Et l'idée, ça va être d'expliquer les variables Y, l'ensemble des variables Y, par l'ensemble des variables X. C'est ces variables explicatives. Donc,
qu'on appelle généralement explicatives, qui en fait dans le contexte de cette méthode sont appelées variables instrumentales. Et plus précisément, donc on cherche à construire l'espace factoriel des Y de manière à ce qu'il soit le mieux expliqué par les variables donc dites instrumentales X. Alors là, j'ai pas d'exemple pour chaque variante, donc j'ai pas d'exemple pour cette méthode-là. Voilà, pour rentrer un tout petit peu dans le détail de comment ça fonctionne, en fait, il y a 2 étapes. On commence par, dans le cas le plus simple où les variables à expliquer sont continues, en fait, plutôt que de faire directement une ACP sur ces variables Y, on va faire une série de régressions linéaires, une par variable à expliquer. Donc pour chaque variable à expliquer, on va la régresser sur l'ensemble des variables X. Et du coup, la CP, elle va porter non pas sur les variables Y telles qu'elles sont observées dans les données, mais sur la variable Y telle qu'elle est prédite par la régression. Quand vous faites une régression, pour chaque individu, le modèle va vous prédire une valeur prédite de cette variable à expliquer, qui est la plus proche possible de la valeur observée, mais qui n'est jamais parfaitement égale. Et elle est prédite au regard des variables explicatives qu'on a mises dans le modèle. Donc là, c'est ça l'idée, c'est en fait, là aussi, encore une fois, c'est une transformation des données. Au lieu de partir des données de départ, on fait donc cette série de régressions qui font que l'analyse factorielle va porter sur les variables à expliquer, mais plus précisément sur leur valeur prédite par les variables explicatives. Si les variables Y sont catégorielles, voilà, on adapte un petit peu et au lieu de faire directement les régressions, enfin, voilà, on ajoute une étape auparavant, mais c'est pas très important de rentrer dans ce niveau de détail-là. Voilà, l'idée, c'est cette transformation de données par une série de régressions pour donc faire l'analyse factorielle sur les valeurs prédites par les régressions. Du coup, si on utilise ce type de méthode, c'est intéressant de ne pas faire uniquement cette méthode, c'est-à-dire de faire aussi une ACP ou une ACM classique et de comparer les résultats des deux pour voir en fait qu'est-ce qui n'a pas pu, qu'est-ce que dans l'ensemble des variables à expliquer, qu'est-ce qui n'a pas pu être expliqué par les variables X. Et donc c'est voilà, en comparant l'analyse factorielle sur variable instrumentale et une analyse factorielle classique que donc on va pouvoir identifier ce qui n'a pas pu être expliqué par les variables X, donc les variables explicatives. Alors on peut noter en passant que les analyses interclasses qu'on a vues juste avant, elles peuvent être considérées comme un cas particulier de ces analyses sur variables instrumentales, un cas particulier où on a une variable à expliquer unique et catégorielle. Et puis on peut aussi, pour avancer, comparer la première variante que j'ai discutée, la régression sur composante principale, avec cette analyse factorielle sur variable instrumentale. J'avais dit tout à l'heure que la régression sur composante principale, en fait, l'espace factoriel, il est construit complètement indépendamment de la relation des variables explicatives avec la variable à expliquer. Là, avec cette autre approche par les variables instrumentales, l'espace factoriel des variables à expliquer, il est construit en lien avec les variables explicatives. Donc, c'est un peu selon les questions qu'on se pose, mais on peut trouver que c'est plus satisfaisant du coup de s'orienter vers ce type d'approche. Voilà. Alors, une autre variante qui s'appelle PLS1, l'acronyme, c'est pour Partial Least Square, donc les moindres carrés partiels. C'est aussi une approche qu'on peut classer dans la grande famille des analyses factorielles, mais qui, en fait, du point de vue mathématique, j'y reviendrai très vite, mais
ne fonctionnent pas exactement de la même manière, mais en tout cas, ça permet de traiter le même type de problème. Donc, en l'occurrence, on a un premier algorithme de PLS, la PLS1, pour le cas où on a une variable à expliquer unique et continue, et puis un ensemble de variables explicatives qui peuvent être continues ou catégorielles. Et l'algorithme de PLS1 va chercher à construire des axes factoriels à partir des variables explicatives, mais de manière à maximiser les covariances entre ces variables x et la variable à expliquer y. Donc c'est une sorte de compromis entre une approche où on ferait simplement une régression de y sur les x et une approche où on ferait une ACP des x sans s'occuper de la variable à expliquer. On est voilà, sur une approche qui essaye d'un peu de combiner les deux. Alors, oui. Alors le PLS2, en fait, c'est simplement une généralisation de PLS1 dans le cas où on a plus une variable à expliquer qui est unique, mais un ensemble de variables à expliquer. Et cette fois, donc, on va chercher à construire des axes factoriels à partir à la fois de l'ensemble des variables explicatives et de l'ensemble des variables à expliquer, de manière, encore une fois, à maximiser la covariance, donc à prendre en compte la relation statistique entre les x et les y. Donc cette fois, on a un compromis entre trois approches, entre les régressions qu'on pourrait faire des y sur les x, une ACP sur les variables explicatives x qui ne tiendrait pas du tout compte des variables à expliquer, et une ACP des variables à expliquer qui ne tiendraient pas du tout compte des variables explicatives. Donc, cette fois, c'est un compromis à trois jambes qui essaie de combiner un peu les trois approches. En fait, je vais plutôt montrer des exemples et après peut-être revenir plus dans le détail. Donc voilà, un premier exemple de PLS1 où on a une variable à expliquer qui est unique. C'est à partir de données sur les carrières cinématographiques. En fait, on a des données des données exhaustives sur l'ensemble des premiers films de financement français sortis en France entre 2000 et 2011, donc un peu plus de 1000 films. Et à partir de ces films, on va regarder qu'est-ce qui conditionne, donc qu'est-ce qui, disons, augmente la probabilité de réaliser un deuxième film. Donc pour les réalisateurs qui ont fait un premier film, qu'est-ce qui va favoriser le fait de faire un second film dans les 5 ans. Donc la variable à expliquer, c'est le fait de réaliser un second film dans les 5 ans qui suivent le premier film. Donc c'est une variable binaire, oui ou non, est-ce qu'on a réalisé un premier film dans les 5 ans. Et puis on a beaucoup de variables explicatives de différentes natures, continues ou catégorielles, sur principalement les caractéristiques du premier film, donc des caractéristiques de production, le budget, le nombre de salles, par quel type de compagnie ça a été produit, etc. Et puis des indicateurs de réception, c'est-à-dire les entrées en salle, la réception critique, des choses comme ça. Alors, on a donc des données qui sont exhaustives, encore une fois, des observations qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, puisque, en fait, pour plein de raisons, les films et leurs propriétés, elles sont liées. Les films sont liés les uns aux autres par leurs propriétés. Il y a des logiques de catalogue chez les producteurs, chez les distributeurs. Les films ne sortent pas en même temps selon le type de public auquel ils s'adressent. Enfin, il y a des stratégies de calendrier, etc. Enfin, il y a donc tout un tas de choses dans le fonctionnement du monde du cinéma qui font considérer ici que les observations ne sont pas du tout indépendantes. Et par ailleurs, donc on a beaucoup de variables explicatives, certaines étant très corrélées les unes aux autres, parce que par exemple, on a des indicateurs de rentabilité qui ont été calculés de différentes manières, mais qui sont quand même très, très corrélés.
Ces caractéristiques-là font qu'une régression logistique qu'on pourrait, quand on a une variable à expliquer binaire comme ça, qu'on pourrait penser utiliser, ça poserait plein de problèmes. Donc, à la fois multicollinéarité, non-indépendance des observations, plus données exhaustives qui font qu'on ne peut pas faire de tests de significativité, etc. Donc là, la régression logistique fonctionnerait vraiment pas bien, elle ne s'appliquerait pas bien à un cas comme ça. Donc j'ai fait une PLS1 sur ces données. Et alors là, c'est un premier graphique qui permet d'identifier quelles sont les variables ou les modalités de variables les plus importantes dans les résultats de cette PLS, donc cette régression PLS. Donc ça permet déjà de sélectionner, d'identifier et de sélectionner les modalités de variables les plus intéressantes, les plus importantes. Et en l'occurrence, voilà, sans connaître bien les données, ce graphique n'est pas forcément évident comme ça à lire spontanément, mais ce qu'on voit, c'est que les variables, les modalités les plus importantes, c'est donc les facteurs qui favorisent la réalisation d'un deuxième film. C'est principalement des indicateurs de rentabilité, de nombre d'entrées, enfin, la réussite économique du premier film. Mais on voit aussi apparaître quelques autres modalités de variables, en particulier la réception critique dans des médias à large diffusion et la sélection pour les Césars du premier film. Donc finalement, aussi des indicateurs de réussite et de capital symbolique, de reconnaissance parmi les professionnels ou de reconnaissance un peu plus large, mais pas uniquement donc de réussite économique. Alors, les résultats d'une régression PLS, comme ça, on peut les présenter de différentes manières. En fait, on peut les présenter sous forme de résultats de régression, très classiquement, avec pour chaque variable ou modalité de variable des coefficients, des erreurs standards, des valeurs P, des intervalles de confiance, etc. Et donc voilà, c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'on peut finalement utiliser cette approche PLS dans une optique, disons, pour remplacer la régression qu'on aurait pu faire, une régression plus classique, paramétrique, etc. Mais on peut aussi tout à fait présenter et interpréter les résultats dans une optique plus d'analyse factorielle. Donc ici, là, j'ai projeté graphiquement les variables sur le premier plan, donc les deux premiers axes factoriels, et en projetant en rouge ici la variable à expliquer, la variable de survie, entre guillemets, dans le monde du cinéma. Donc, dans ces cas-là, bon, l'interprétation, on regarde sur le trait qui relie l'origine du graphique à cet indicateur à la variable à expliquer. Donc, cet axe rouge ici, ben, on regarde les variables ou les modalités de variables qui sont proches de cet axe. Et en plus, plus elles sont éloignées de l'origine, plus elles sont importantes. Donc on retrouve indicateurs de rentabilité, de pénétration, de critique populaire, etc. Là, le César du premier film. Donc on peut retrouver à peu près la même interprétation ici. Et de la même manière, si on regardait dans le détail les coefficients de la régression du tableau précédent, qui sont des coefficients standardisés, ben les coefficients qui ont les valeurs les plus grandes correspondent aux modalités, aux variables les plus importantes, et on retrouverait les entrées, la rentabilité, etc. Maintenant, deuxième exemple, où on a un ensemble de variables à expliquer, et plus simplement une seule donc, variable à expliquer. On revient aux goûts musicaux, à l'enquête pratique culturelle, mais cette fois, j'ai un peu élargi la mesure des goûts en prenant à la fois les 12 genres aimés par les enquêtés, mais aussi les 12 genres qui déclarent ne pas aimer du tout. Donc on a là, cette fois 24 variables de goûts musicaux, de goût et de dégoût. Et puis un ensemble de propriétés sociales que j'ai essayé d'élargir au maximum pour essayer d'avoir un espace social construit de manière un peu riche, un peu fine. Donc aussi bien le sexe, l'âge, le type de ménage, la présence d'enfants dans le ménage,
le niveau de diplôme, les revenus, la PCS, la PCS et le diplôme de la mère, pareil pour le père, le statut d'occupation du logement, l'unité urbaine, la situation par rapport à l'emploi et quelques indicateurs de pratiques culturelles pendant l'enfance. Et donc la PLS 2, cette fois, enfin, du coup, la méthode PLS, va permettre de construire l'espace factoriel des propriétés sociales qui explique le mieux l'espace des goûts musicaux. Alors là, c'est l'espace des variables explicatives, donc l'espace des propriétés sociales dans le plan 1-2, c'est-à-dire avec le premier et le deuxième axe. Alors ce qu'on voit en regardant un peu dans le détail, c'est que le premier axe, c'est avant tout une opposition entre actifs et retraités. Donc à la fois d'âge et de statut par rapport à l'emploi. Et le deuxième axe, c'est un axe de hiérarchie sociale, les classes supérieures en haut et les classes populaires en bas, qui recoupe aussi un peu des différences d'âge et des différences sexuées, les jeunes et les hommes étant plutôt du côté des classes populaires. C'est un résultat qu'on retrouve assez souvent dans l'analyse des pratiques culturelles. Et puis, si on regarde, donc voilà, on pourrait, pour donner l'interprétation que je viens de faire, regarder un peu où se situent les modalités de variables sur l'espace factoriel. On peut aussi regarder à partir d'indicateurs, ici, c'est un peu l'équivalent des contributions dans l'analyse factorielle. En PLS, on parle de poids, mais voilà, regardez les variables explicatives qui pèsent le plus dans la construction de l'espace factoriel. Donc voilà pour l'axe 1, pour l'axe 2. Et puis maintenant, l'espace des variables à expliquer, donc l'espace des goûts musicaux. Et ce qu'on retrouve sur l'axe 1, c'est une opposition, enfin c'est un axe qui est surtout structuré par les goûts et les dégoûts pour le rock, le rap et l'électro. Donc on se rappelle, cet axe 1, du point de vue des propriétés sociales, c'était surtout une opposition d'âge et de situation par rapport à l'emploi, disons, une opposition actif-retraité, donc voilà, qui se superpose à cette structure par les goûts et les dégoûts pour le rap, le rock et l'électro principalement. Et puis le deuxième axe, qui était donc avant tout un axe de hiérarchie sociale, du point de vue donc, des propriétés sociales, du point de vue des goûts musicaux, on trouve une structure qui est liée avant tout au goût et au dégoût pour d'un côté le classique, le jazz et l'opéra, et de l'autre l'électro, le rap et le métal. Voilà, donc des résultats sans relative surprise quand on travaille sur ce type d'enquête, et puis qui confirme aussi ce qu'on trouvait dans les exemples précédents, à partir des mêmes données. Oui, excuse-moi. Là, alors, est-ce qu'on le voit ici? J'ai l'impression que tu as rock 01 et tu as no rock 01. C'est deux genres de rock ou c'est Non, alors quand il y a no devant, c'est les dégoûts, c'est les variables de dégoût, c'est ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas. Il y avait deux batteries de questions, quoi. Il y avait une batterie de la liste des genres et on disait ce qu'on aime, enfin, est-ce que vous les aimez particulièrement ou pas, et à partir de la même liste, il y avait une deuxième série de questions, est-ce qu'il y en a parmi cette liste que vous n'aimez particulièrement pas? Okay. Donc là, les préfixes, enfin les variables préfixées en no, c'est les dégoûts. Voilà. Alors, je vais revenir un peu plus sur comment fonctionne voilà, la PLS, surtout en termes de comparaison avec les autres méthodes. Donc, pour revenir aux exemples, enfin aux approches précédentes, avec la projection de variables supplémentaires, les variables supplémentaires, elles interviennent, mais indépendamment les unes des autres. C'est-à-dire quand je projette le sexe, l'âge et le diplôme en variables supplémentaires, la relation statistique entre le sexe, l'âge et le diplôme n'est pas du tout prise en compte dans l'analyse.
comme si on faisait des régressions simples, c'est-à-dire des régressions avec une seule variable explicative. Avec l'approche par les variables instrumentales, les variables explicatives, elles interviennent, mais comme dans une régression multiple, c'est-à-dire sous forme d'une combinaison linéaire. Alors c'est la somme pondérée des influences de ces différentes variables qui est prise en compte. Avec la régression sur composante principale, encore une fois, l'espace des variables explicatives était complètement indépendant de la variable à expliquer. Là, avec la régression PLS, on franchit encore un cap, il me semble, puisque c'est vraiment l'espace des variables explicatives qui explique l'espace des variables à expliquer. Donc, on prend en compte à la fois les relations entre les x entre elles, les relations des y entre elles et les relations des x avec les y. C'était le compromis à trois jambes dont je parlais tout à l'heure. Au niveau des usages, un peu comme pour la régression sur composante principale, on peut utiliser les PLS, qui d'ailleurs souvent dans la littérature s'appellent les régressions PLS, dans une optique de régression, donc en produisant un tableau comme celui que j'ai montré tout à l'heure avec des coefficients, un tableau assez classique de résultats de régression. Et c'est une approche qui peut être intéressante si, encore une fois, on a peu d'observations et beaucoup de variables, ou si on a de la multicollinéarité entre les variables explicatives. Mais donc, la régression PLS, elle peut aussi être utilisée, c'est beaucoup plus rare à ma connaissance, dans une approche d'analyse factorielle, où on va aller interpréter l'espace factoriel, les différents axes, etc., comme on le fait habituellement en sciences sociales avec les résultats d'une ACM ou d'une ACP. Voilà. Alors, une petite remarque sur la régression PLS. Par rapport aux analyses factorielles telles qu'on les connaît, le fonctionnement de l'algorithme ne nécessite pas de calcul sur des matrices du type diagonalisation, inversion de matrice et tout ça. En fait, derrière, c'est avant tout des calculs de régression linéaire simple. Donc ça fonctionne de manière, du point de vue des calculs, de manière très simple. C'est rapide, il n'y a pas de problème de convergence. Par contre, si on est un peu habitué des analyses factorielles, des aides à l'interprétation du type contribution, qualité de représentation, etc., avec l'approche PLS, on a des aides à l'interprétation, mais ce n'était pas exactement les mêmes. Donc voilà, il y a un petit coup d'entrée si on veut s'approprier cette approche-là. Mais après, c'est quand même la même logique d'interprétation des axes, des oppositions entre des groupes de variables qui se situent d'un côté ou de l'autre des axes, etc. Donc voilà, pour les exemples. Alors, j'ai essayé de faire un tableau qui résume un peu les propriétés des différentes approches. Quand on a une seule variable à expliquer, on a, en tout cas, dans ce que j'ai présenté, on a 3 possibilités, voire 4. L'approche par les variables supplémentaires, ou ce qui est, je le disais tout à l'heure, équivalent à la régression sur composante principale, ce qui est possible que la variable à expliquer soit continue ou catégorielle. Par contre, donc les variables explicatives, on va les utiliser sous forme d'un espace factoriel, mais je l'ai mis, donc c'est ça, ce petit dessin ici, là, le petit schéma, c'est pour indiquer que donc elles sont utilisées par la technique sous forme d'espace factoriel, mais je l'ai mis en rouge parce que cet espace factoriel, il est construit indépendamment de la variable à expliquer. Et puis on a 2 autres possibilités, qui sont la PLS1 ou l'analyse factorielle interclasse, où là, les variables explicatives, elles vont intervenir sous forme d'un espace factoriel, mais qui est, dans les 2 cas, en vert parce que construit en lien avec la relation des variables, enfin, en prenant en compte la relation entre les variables explicatives et la variable à expliquer. Alors après, le choix entre les deux, il va se jouer sur le fait que l'analyse factorielle interclasse, elle ne fonctionne que si la variable à expliquer est catégorielle, alors que la PLS1
peut s'adapter à différents types de variables à expliquer. Et puis maintenant, lorsqu'on a plusieurs variables à expliquer, on essaie de faire le bilan des approches que j'ai présentées jusqu'à maintenant. Avec l'approche par les variables supplémentaires, on peut construire l'espace des variables à expliquer, donc indépendamment des variables explicatives, et puis projeter séparément en supplémentaire les variables explicatives. On peut faire la démarche inverse, c'est-à-dire construire l'espace des propriétés sociales ou des variables explicatives indépendamment des Y, et puis projeter séparément les différentes variables à expliquer. Donc là, on va être dans un cas aussi strictement équivalent à une régression faire une série de régressions sur composantes principales. Mais donc peut-être plus intéressant, disons qui permet d'aller au-delà de ce qu'on connaît habituellement en analyse factorielle. On a l'analyse factorielle sur variable instrumentale, où on va construire l'espace factoriel des Y, des variables à expliquer, en lien avec les variables explicatives qui interviennent donc sous forme d'une combinaison linéaire comme dans une régression, multiple. Et puis la dernière approche, la PLS2, où là, en fait, on va avoir un espace factoriel des Y et un espace factoriel des X, les deux étant construits en prenant en compte les relations entre les Y et les X. De là à dire que, a priori, c'est un peu la solution ultime ou la plus satisfaisante si on est vraiment dans une logique d'analyse factorielle comme ça. Voilà, sur le papier, je dirais oui. Après, il faudrait à l'usage voir si ça tient ses promesses, puisque c'est vraiment pas très utilisé dans cette optique-là pour l'instant. Et puis alors, on va faire un petit pas de côté pour présenter une dernier ensemble de variantes qui intègrent d'une manière différente analyse factorielle et régression, qu'on peut appeler les analyses conditionnelles. Cette fois-là, on va chercher à construire une analyse factorielle, mais en contraignant les axes à être indépendants d'une ou plusieurs autres variables supplémentaires. Alors, là aussi, je vais prendre un exemple. Je veux de nouveau analyser les goûts musicaux, les 12 genres musicaux particulièrement appréciés par les enquêtés. Mais comme c'est une enquête transversale, en fait, on est un peu embêté par la variable d'âge, dans la mesure où c'est que le niveau de diplôme augmente au fil des générations, et en fait, c'est difficile d'interpréter la variable d'âge ou la variable de diplôme en éliminant un peu si on veut, disons, construire une échelle de légitimité culturelle des genres musicaux à partir de la variable de diplôme, en fait, les résultats vont être un peu brouillés par le fait que c'est une enquête transversale et qu'il y a aussi des différences de goût selon l'âge, que l'âge et le diplôme sont très liés entre elles dans ces données transversales. Donc ce qu'on voudrait, en fait, c'est un peu comme en régression, c'est contrôler l'effet de l'âge, l'éliminer. Avoir une analyse factorielle des goûts musicaux qu'on va pouvoir interpréter selon le diplôme et le sexe, et qui serait indépendante de l'âge. Donc c'est ce que permettent de faire ces analyses conditionnelles. Donc, je montre les résultats. Voilà l'espace des goûts tel qu'il est produit. Alors en éliminant l'effet de l'âge. De fait, là c'est l'espace, le premier plan, premier axe, deuxième axe. En fait, ça ressemble beaucoup à l'exemple, au premier exemple d'ACM classique c'était le premier exemple donc, que j'avais fait, si ce n'est que en ayant éliminé l'âge, en fait le deuxième axe de l'ACM classique se retrouve ici en tant que premier axe. En termes d'interprétation, on retrouve ça.
Et donc, je fais une rotation pour qu'on ait les résultats qui ressemblent encore plus visuellement à la CM classique. Et donc, on a un axe 1 qui donc maintenant ici verticalement, qui va opposer d'un côté jazz classique à la chanson française, en gros. Et puis un axe 2 qui va opposer rock, metal aux musiques traditionnelles, variétés internationales et chansons françaises. Et si on projette en variable supplémentaire l'âge, ben, ce qu'a produit l'analyse factorielle conditionnelle, c'est que il n'y a plus aucun lien avec l'âge dans les résultats de cette analyse factorielle. Donc toutes les modalités d'âge se retrouvent au centre du graphique. Donc on a vraiment contrôlé, neutralisé l'effet de l'âge. Et maintenant, on peut projeter deux autres variables supplémentaires, le diplôme, qui se retrouve très aligné avec l'axe 1. Et puis on voit le sexe qui est relativement bien corrélé à l'axe 2. Mais donc pour s'en tenir à l'axe 1, on a maintenant, en fait, on peut, en regardant la position de chaque genre musical sur cet axe 1, on peut avoir une sorte de hiérarchie culturelle des genres musicaux qui ressemble un peu à celle qu'on avait avec la CM classique, mais pas totalement, puisqu'en éliminant l'effet d'âge, par exemple, on voit que ça fait baisser dans cette hiérarchie certains genres qui étaient particulièrement juvéniles, comme le rap et le R&B. Ils étaient relativement hauts à partir d'une ACM classique, et ils se retrouvent beaucoup plus bas avec cette ACM conditionnelle. Voilà, pour illustrer un peu l'intérêt de ce type d'approche. Donc je reviens un peu sur comment ça fonctionne. Donc encore une fois, c'est une analyse factorielle où on va contraindre les axes à être indépendants, orthogonaux d'une ou plusieurs variables supplémentaires. Donc on pourrait dire que c'est une sorte d'analyse factorielle, toute chose égale par ailleurs, toute chose égale de certaines variables supplémentaires qu'on cherche à contrôler. Et encore une fois, je pense que l'idée, c'est pas que ça remplace une analyse factorielle normale, mais plutôt de mettre en regard une ACM, une analyse factorielle classique, et les résultats d'une analyse factorielle conditionnelle pour permettre justement d'étudier mieux les effets de structure. En l'occurrence, voilà, qu'est-ce qui est relevé dans l'ACM classique d'effets de structure par âge, et voilà, qu'est-ce que ça donne quand on neutralise cet effet d'âge. Voilà, donc l'idée, dans ces analyses conditionnelles, on peut faire des analyses intraclasses quand on cherche à éliminer l'effet d'une variable unique, et une variable qui est catégorielle. Donc, là, c'était le cas dans l'exemple où j'avais l'âge qui était codé sous donc une seule variable qu'on voulait neutraliser, l'âge, et qui était codée sous forme de classe d'âge, donc une variable catégorielle. Et dans ce cas-là, ça revient à construire l'espace factoriel qui rencontre des structures communes aux différentes modalités de la variable z. C'est-à-dire là, on avait l'espace des goûts musicaux communs aux différentes catégories d'âge. Et donc, pratiquement, ça se traduit par le fait que toutes les catégories d'âge se retrouvaient au centre de l'espace factoriel, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, exemple. Alors, bon, si les variables x sont continues, on va faire ce qu'on appelle une ACP intraclasse, et puis si elles sont catégorielles, c'est une ACM intraclasse. L'ACM intraclasse ayant été inventée, proposée par Brigitte Escoffier, qui est issue aussi de l'école Benzekri, qui a proposé ça en 1990. Et puis, il y a une généralisation de ces analyses intraclasses qui est aussi proche de l'analyse factorielle sur variables instrumentales de tout à l'heure, sauf que là, les variables instrumentales, elles sont orthogonales. Autrement dit, quand on a cette fois un ensemble de variables qu'on souhaite neutraliser, dont on veut éliminer l'influence, on va de nouveau, comme tout à l'heure, l'analyse sur variables instrumentales, faire une série de régressions. Mais tout à l'heure, on prenait la partie expliquée, la partie par le modèle,
dans ces régressions pour ensuite faire une ACP. Cette fois, en fait, on va prendre la partie non expliquée par le modèle, les résidus des régressions, pour faire une ACP. Et donc, on prend l'ensemble des résidus des régressions pour faire des ACP. Donc, on voit bien encore là de nouveau le lien entre ACM et régression. Là, on utilise une première étape de régression pour neutraliser l'effet d'une ou plusieurs variables. Et à partir des résultats de ces régressions, on prend la partie résiduelle des régressions pour construire un espace factoriel. Voilà, alors le bilan un peu de tout ça, les analyses intraclasses, elles permettent d'analyser les structures communes à différents groupes d'observation. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir là. Auparavant, donc, on avait vu les analyses interclasses qui, au contraire, permettent de voir les structures qui différencient plusieurs groupes d'observation. Donc c'était l'exemple en croisant les PCS et les goûts musicaux. Donc dans les deux cas, c'est des approches qui sont intéressantes pour étudier des effets de structure, en comparant analyse factorielle classique et analyse factorielle inter ou intraclasse. On peut aller plus loin dans l'étude des effets de structure, et ça peut être particulièrement utile si on veut comparer des espaces factoriels pour différents groupes sociaux ou différentes unités géographiques pour différentes périodes historiques. Si on veut étudier l'espace des opinions politiques à partir de, mettons, l'enquête sociale européenne, des choses comme ça, ça peut être intéressant de regarder quelles sont les grandes oppositions qui sont communes à l'ensemble des pays, ou quelles sont au contraire les grandes oppositions en termes d'opinion politique qui différencient le plus les pays entre eux. Et donc cette approche-là, on peut le faire aussi pour comparer plusieurs périodes historiques ou pour comparer les classes sociales, quelles sont les structures communes aux différentes classes sociales, ou quelles sont les structures qui différencient vraiment le plus les différentes classes sociales. Et donc, voilà, finalement, c'est aussi un outil qui peut être bien utile pour prolonger les travaux en termes d'homologie structurale, dans le cadre théorique de Pierre Bourdieu, où l'idée c'est de mettre en relation des espaces de position et des espaces de prise de position. On voit bien ce que ces méthodes, en particulier l'approche PLS, pour construire ces deux espaces, ce que ça peut avoir d'utile, ou en tout cas de prometteur à ce stade. Quelques éléments de bibliographie. Alors, j'ai mis les deux petits manuels de Xavier Brie. Alors, voilà, c'est pas du copinage, mais c'est plutôt que c'est un peu mon mentor en matière de statistiques. C'est avec lui que j'ai appris les analyses factorielles. Et ces deux manuels sont pas très connus, mais sont vraiment très chouettes. C'est-à-dire qu'il y a c'est complet du point de vue mathématique, donc on peut aussi très bien le lire sans ces encadrés mathématiques. C'est très pédagogique, y compris dans les exemples. J'ai mis quelques autres références, un peu, disons quelques références techniques, si on veut voir un peu comment fonctionnent ces différentes approches, un peu plus dans le détail, et pouvoir se référer à ces manuels ou à ces articles. Il y a aussi ici un article de Rouanet, Frédéric Le Baron, Viviane Levé et Brigitte Leroux et Ackermann, je n'ai pas le prénom en tête, mais qui réfléchissent aussi à l'articulation régression, analyse géométrique des données, qui font du coup pas mal écho aux approches que j'ai présentées aujourd'hui. Et puis un article qu'on avait fait avec Xavier Brie justement et Olivier Roueff, avec cette idée d'essayer de contrôler, de neutraliser l'effet de certaines variables. Donc on avait bricolé quelque chose, et avant de se rendre compte, quelques années plus tard, que en fait, des choses existaient déjà, donc on n'avait pas trouvé à l'époque, on n'était pas encore tombé dessus. Et puis dernier slide, vous laissez tranquille. Comment appliquer ces différentes approches? Alors j'imagine que il y a des choses dans d'autres logiciels. Moi, je suis utilisateur de R, donc je connais ça avant tout dans R.
il y a beaucoup de choses pour les analyses factorielles dans R, y compris des packages spécialisés. Il y a GDA Tools, mais il y a aussi ADE4 qui est très bien, qui est issu de l'écologie, où en fait on utilise beaucoup les analyses factorielles et aussi beaucoup une partie des variantes que j'ai présentées aujourd'hui. Alors sous d'autres noms, ils parlent de techniques d'ordination, des choses comme ça, mais en gros, ils connaissent ça déjà depuis un moment. Voilà, donc ça, c'est les packages qui permettent de mettre en œuvre ces techniques. Et après, pour interpréter les résultats, il y a déjà des choses dans ces packages-là, mais on peut aussi compléter avec le package de Julien Barnier, Explore, qui permet d'avoir des résultats de manière interactive avec des menus, enfin, voilà, travailler avec la souris et d'exporter les résultats, qui est vraiment très, très utile de ce point de vue-là. Un autre package un peu qui est bien aussi en termes d'interprétation, qui s'appelle Facto Extra. Pour les régressions PLS, donc il y a un package de base qui est le package PLS, et puis un package qui met plus l'accent sur les outils d'interprétation pour le compléter. Parce qu'encore une fois, en fait, la PLS, elle s'est développée dans de la chimiométrie, enfin de chemiometrics, enfin bref, du coup dans des disciplines très éloignées des nôtres, où les espaces factoriels, ils s'en fichent pas mal. C'est avant tout dans une logique régression. Donc les outils d'interprétation graphique, etc., ne sont pas du tout aussi développés. Et voilà, et puis il y aura en complément sur la page des tutos maths un tutoriel qui donne des exemples de mise en œuvre d'une partie de ces approches avec le code R correspondant. Donc sans rentrer dans les détails techniques, mais plus sur voilà, pratiquement comment on fait si on veut essayer d'utiliser ça sur ces données. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas, et puis bravo pour cet exposé sans pause, une haute tenue. Il y a eu un débat, enfin pas un débat, une question sur mais qu'est-ce que c'est cette histoire de variables, alors je sais plus, enfin endogènes ou exogènes. Enfin, on est revenu un peu sur des distinctions qui peuvent exister dans des différentes disciplines entre variables explicatives à expliquer, endogènes, exogènes, dépendantes, indépendantes. C'est vrai que le vocabulaire de la statistique n'est pas toujours fixé en fonction des disciplines. On a des dénominations qui sont différentes. Alors, voilà, donc le temps que je crois que peut-être que les questions se préparent aux internes, mais j'ai juste une toute petite question sur l'analyse interclasse. Tu nous as parlé de variables catégorielles, mais une variable dichotomique, ça fonctionne aussi. Ouais. Pas... Ouais. Même s'il n'y a que deux modalités, c'est... Oui, par contre, ça produira qu'un seul axe. Parce que, voilà, enfin, par construction, on a un espace à une seule dimension, mais du coup, ça peut quand même être très utile pour étudier les oppositions entre les deux modalités. Alors, je sais pas du tout. Donc, je poursuis un petit peu. Alors, en fait, je vais ce qui est bien dans les tutos maths, c'est qu'on est là pour se dire les choses, échanger et tout. Quand j'ai reçu, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai lu ta présentation, je me suis dit, mais zut, où est-ce qu'il veut venir? Où est-ce qu'il va nous emmener? Et je ne sais pas si ça a été ta question au début ou si tu es tombé au cours des lectures et que ça t'a amené à faire cette réflexion et à poursuivre dans ces pistes là, de comment aller plus loin dans l'analyse factorielle. Mais j'ai en analyse factorielle des correspondances, hein, donc en analyse de tableaux croisés, il y a un cas où on peut être tranquille, par exemple, on se demande quelles sont les correspondances entre deux nomenclatures, par exemple, quelles sont les relations entre les genres littéraires et les genres musicaux. Bon, très bien, les lignes et les colonnes ont à peu près le même statut. Il est vrai que plein de fois, je fais des tableaux croisés où je vais avoir implicitement une variable à expliquer, par exemple les genres musicaux, et une variable explicative, les PCS ou les niveaux de diplôme. Et je mets ça dans un coin de ma tête, j'analyse mon tableau, mais par quoi? Par fainéantise intellectuelle. Je ne vais pas beaucoup plus loin, et quelque part,
je reste pas dans une analyse naïve, mais ce que tu m'as convaincu, c'est qu'en fait, je pourrais prendre en compte cet implicite et en fait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, enfin, quand tu nous parles vraiment d'analyse interclasse ou des variables instrumentales, tu nous dis tenons compte de ce statut implicite pour aller quelque part, pour aller au-delà de l'analyse exploratoire. Ouais, bah, après, ouais, exploration, description, tout ça, c'est vraiment bon, qu'est-ce qu'on cherche à faire dire aux données, hein. Je pense encore une fois que les techniques elles-mêmes, elles sont relativement agnostiques par rapport à ça. Mais oui, en fait, c'est à un moment donné où je ne sais plus comment s'est fait le cheminement et la découverte de ces méthodes, mais j'ai mis du temps à essayer d'en faire un tout qui a du sens, hein, pour arriver au petit tableau synthétique. À la fin, ça m'a pris pas mal de temps pour avoir les idées claires. Mais en tout cas, c'était l'idée que, enfin, bon, voilà, moi, je travaille pas mal sur l'analyse l'étude des pratiques culturelles, et disons, en remettant, disons, en testant un peu les résultats, ou en remettant à jour, disons, les résultats de la distinction de Bourdieu, etc. Et donc, avec cette approche comme ça, on réfléchit en termes d'espace, on ne peut pas étudier les variables indépendamment les unes des autres. Et en fait, en réalisant que quand on projette des variables supplémentaires, en fait, on ne tient absolument pas compte de leur relation entre elles. Et que du coup, c'est pas dans le modèle théorique, disons, de Bourdieu, on a un espace des positions et un espace des prises de position, et on essaie de voir s'ils se superposent bien. Et en fait, dans notre pratique classique, y compris parmi tous les collègues, et moi y compris, quand on travaille avec la même approche, en réalité, on construit un des espaces, mais l'autre, c'est pas vraiment un espace. L'autre côté, que ce soit les variables explicatives ou les variables à expliquer selon dans quel ordre on fait les choses, en fait, rigoureusement, c'est pas vraiment un espace qu'on a construit, quoi. On les projette séparément. Je me dis, ben, ça marche malgré tout très bien. Enfin, là, on le voit dans les exemples que j'ai donnés. En fait, on retrouve sur les musicaux, on retrouve toujours des différences selon le diplôme, selon le sexe, selon l'âge, avec en plus généralement donc les femmes et les personnes âgées qui sont plutôt du côté des goûts cultivés. Enfin, bon, grosso modo, faut aussi je trouve ça important à la fois d'avoir une réflexion sur quelle est la méthode la plus appropriée à la question que je me pose et aux données que j'ai, et en même temps de se détendre un peu sur le fait que s'il y a des choses vraiment saillantes dans les données, si on les retrouve qu'avec une seule approche, c'est peut-être que c'est un peu fragile, quoi. Donc globalement, il y a des chances qu'on les retrouve de différentes manières, mais au moins de le faire en connaissance de cause et en sachant qu'il existe des méthodes pour prendre un peu plus à bras-le-corps l'idée que si on veut mettre en relation un espace de propriété sociale et un espace mettons, de pratique, eh ben, on peut le faire un peu mieux que ce qu'on fait habituellement, quoi. Alors, je ne vois pas de questions arriver. C'est pareil, hein, vous pouvez allumer vos micros pour intervenir. Mais effectivement, j'entends complètement ce que tu dis, parce que en fait, alors moi, c'est surtout quand j'enseignais, quand je formais aux méthodes factorielles, où je me rendais compte que j'étais pas très à l'aise avec les variables supplémentaires. Ou par exemple, si on regarde dans les logiciels, alors vous me reprenez si je me trompe, mais généralement, les variables supplémentaires, on avait juste une coordonnée, une qualité de représentation, et on se débrouillait avec ça. On restait souvent plus proche du centre. Et enfin, grosso modo, si c'était dans le bon cadran, ça nous arrangeait. Ou on faisait d'autres tests statistiques après. Mais c'est vrai que par exemple, les tests sur les coordonnées, de savoir si on pouvait vraiment considérer que la coordonnée était différente de 0. Si on prend l'analyse factorielle avec les micro-informatiques depuis les années 80, c'est arrivé assez tard quand même, ces tests de position, de variables significatives ou pas, quoi. Et donc là, mais effectivement, le côté prise en compte de l'espace des variables supplémentaires,
L'alternative, en fait, c'était un peu. Alors, l'école de Rennes, il n'y a eu aucune école de Rennes. Hein. Quand je dis école de Rennes, c'est vraiment justement, c'est Brigitte Escoffier, c'est Agrocampus. Qui est, eux, ça m'avait un peu dérouté la première fois que je les avais entendus parler en disant, en fait, vous faites une analyse factorielle en variable active des variables, de vos variables de pratiques culturelles. Vous faites aussi une analyse, après vous mettez en actif les variables sociodémographiques. Et vous tenez compte en fait de l'ensemble de ces bilans, quoi. Donc c'est, mais qui était quelque part une manière aussi de vraiment de rentrer dans les données, qui était intéressante en soi. C'était vraiment le côté, enfin, je veux dire, intéressant de l'exploration, de la connaissance de ces données, quoi. C'est vrai que c'est encore une autre approche que j'ai pas évoquée là. Ce que tu dis là, c'est l'analyse factorielle de tableaux multiples, quoi, et qui pourrait aussi tout à fait s'appliquer là, avec, il me semble, une différence par rapport à la PLS2, par exemple, c'est que la relation est complètement symétrique, quoi. C'est-à-dire, dans une analyse factorielle des tableaux multiples, il y a deux groupes de variables, ou voire plus, mais il n'y en a pas une qu'on va considérer comme à expliquer, enfin un groupe à expliquer et l'autre explicatif, comme au sens où on fait des régressions. Donc la PLS2, vu que c'est construit sur des régressions, en fait, il y a une asymétrie qui fait qu'on n'aura pas le même résultat si on inverse les deux groupes de variables, quoi. Alors, tu vois le chat ou pas, Nicolas? Parce qu'il y a une question oui. de Mario qui est arrivée. Est-ce qu'il faut la lire pour la visio? Ou en faire un résumé en tous les cas? Donc, je vais la lire, hein, parce que donc, bonjour et merci Nicolas. Comment gère-t-on dans une PLS l'introduction d'une variable continue en X? Alors là, j'arrive pas à comprendre. Endogène, je ne sais pas trop ce que dire, dont on sait que son effet n'est pas linéaire. Dans une régression linéaire classique, j'introduis cette variable dans sa version au carré, mais là, dans l'exemple donné, avec 32 variables, on peut vite s'arracher les cheveux. Je peux aussi causer, maintenant que la question est lue. Merci Mario. Alors, bon, déjà, je n'ai pas beaucoup, pas spécifiquement réfléchi à ça, mais pour la bonne raison que souvent en socio, on n'a pas beaucoup de variables continues. On travaille surtout avec des variables catégorielles. Mais il n'y a aucun obstacle à mettre. Comme on peut avoir beaucoup de variables, y compris des variables collinéaires, on pourrait tout à fait imaginer mettre la version originelle de la variable et puis mettre aussi sa version au carré et ainsi de suite. Ou alors la discrétiser, en fait. On étudie un peu plus près sa distribution et de voir comment il serait pertinent de la catégoriser, mais globalement, enfin, c'est aussi, lorsqu'on veut étudier des relations non linéaires, une approche qui permet de faire les choses un peu finement, c'est de discrétiser les variables. Donc, ça, dans le cadre PLS, ça marcherait aussi. Juste en attendant de voir si ça fait venir des questions, le tutoriel HTML que tu nous as fourni, qu'on espère réussir à mettre effectivement sur le site web, c'est des exemples d'applications avec tous les outils dont tu parles, c'est-à-dire GDA Tools, ADE4, etc. Ou c'est essentiellement GDA Tools, quoi, comment tu as fait? Ouais, alors il n'y a pas, ADE4, je crois, mais oui, c'est principalement GDA Tools pour ce qui est donc des analyses factorielles intraclasses, interclasses, etc. Il n'y a pas d'exemple de l'ensemble des méthodes, mais voilà, c'est des exemples normalement en partie différents de ceux que j'ai présentés là pour varier un peu. Et puis sur PLS, c'est avec les packages PLS et NoirPLS aussi. D'accord. Et donc GDA Tools permet de faire tout sauf PLS? Ouais. C'est ça, mais pas PLS. Non. Non, parce que pour le coup, voilà, c'était déjà. Bien fait. C'était déjà, oui, fait depuis longtemps et bien
avait fait ses preuves dans d'autres packages, donc il n'y avait pas de raison de refaire. Non, ce qu'il a fallu ajouter, ce que je disais, c'est le more PLS là, parce que de fait, je trouvais pas, je trouvais que l'interprétation telle que je voulais la mener moi dans une optique d'analyse factorielle, je trouvais pas ça facile avec les sorties que proposaient les packages existants pour la régression PLS. Donc MorePLS, c'est un package que tu as développé pour, ouais, donc pour un rendre les peu sorties lisibles, c'est ça quoi, ouais, qui est un peu bricolé, enfin qui est sans doute un peu avec des bugs, je pense. Mais à part moi, je pense que personne ne l'a utilisé pour l'instant, mais donc, il n'a pas trop été testé, mais voilà. Voilà, donc je vous réinvite à poser les questions parce que des fois, moi, je peux un peu peut-être les interpréter et les détourner. Donc, les méthodes, c'est une question de Sandrine. Hein, les méthodes présentées se basent sur des ACP et sur des ACM. Donc, on récupère des facteurs indépendants et orthogonaux. Alors, si on utilise d'autres méthodes de réduction de dimension, comme des classifications, est-ce que ça peut fonctionner? Alors, j'avoue que j'ai une vague idée de l'existence de méthodes de réduction de dimension qui créent des facteurs non orthogonaux, mais je ne connais pas bien. Donc, est-ce qu'il serait possible de les adapter? J'ai comme un doute parce qu'il y a vraiment l'idée, l'orthogonalité des axes dans les approches, c'est central, quoi, aussi bien dans les interprétations que dans les maths qu'il y a derrière pour les analyses factorielles. Donc, ouais, peut-être que ça peut s'adapter, mais ça mériterait une réflexion plus approfondie et que je ne saurais pas fournir. Alors, je vois apparemment le chat qui s'active, peut-être des questions qui vont arriver. Moi, je reviens juste là sur les méthodes PLS, enfin de reprendre les résidus d'une régression. Alors, j'ai encore fait mon feignant, mais je veux dire, si j'obtiens des résidus qui me semblent corrects, indépendants, enfin bien distribués, j'ai tendance à me dire, mon modèle fonctionne et je peux m'arrêter là. Là, j'ai l'impression que est-ce que ça veut l'analyse des résidus telle que tu l'as présenté tout à l'heure, ce serait dans un cas où on ne serait pas satisfait de sa régression, ou est-ce que c'est dans tous les cas on peut aller voir? En fait, là, on va pas, en tout cas, tel que j'ai vu cette méthode, donc sur variable instrumentale orthogonale, c'est là où il y a les résidus. On va pas du tout aller voir les résultats de la régression. Ça se fait en arrière-plan et nous, on va interpréter les résultats de l'analyse factorielle. Le passage par les résidus, c'est vraiment simplement dans l'algorithme s'appuyer sur le fait que les régressions permettent de séparer une partie expliquée et une partie non expliquée. Et donc là, de pouvoir en fait construire l'analyse factorielle à partir de la partie non expliquée, quoi. Mais on va pas, on va pas aller analyser directement les résultats des régressions. Alors justement sur les comptes, enfin, quels sont les critères, enfin, ou les moments où on doit être prudent sur la régression PLS? C'est une question de Solène. Est-ce qu'il y a les conditions d'application sur ce type de régression? Est-ce que on doit aussi regarder les résidus? Alors, encore une fois, ça dépend un peu des usages et il n'y a vraiment pas de recul. C'est là où c'est un peu. Ça peut m'être un peu inconfortable. Je connais vraiment pas ou très peu d'exemples de cette utilisation, enfin des régressions PLS dans une optique d'analyse factorielle et avec des usages en sciences sociales. Après, du coup, je pense que ça pose pas forcément les mêmes problèmes que si on veut en faire un usage du type régression en ayant un tableau avec des coefficients, etc. derrière. Mais en tout cas,
plus robuste et beaucoup moins contraint par tout un tas d'hypothèses paramétriques que justement, on peut aussi voir ça comme une méthode de régression non paramétrique où toutes les hypothèses, la plupart des hypothèses sous-jacentes au modèle de régression classique, on n'a pas plus trop besoin de s'en occuper. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça aussi une méthode intéressante, donc y compris même, je trouve, si on veut avoir une approche régression. Donc voilà, des conditions d'application particulières. Alors je sais pas, oui, après, si on a des données un peu du type hiérarchisé, multiniveau, etc., j'avoue que je sais pas trop. Voilà, des données sur lesquelles on ferait de l'économétrie un peu pointue en temps normal. Est-ce qu'on peut remplacer cette économétrie pointue de modèles à effet fixe, à effet aléatoire, etc., par de la PLS? Ça, j'ai pas creusé. J'ai pas beaucoup creusé. Et donc, à l'étranger, c'est les techniques de régression PLS sont plus utilisées ou c'est En tout cas, en sciences sociales, pas plus, non. Mais ce que je disais, dans certaines disciplines, je ne sais plus quelles années, ça va être des années 70-80, c'est relativement récent à l'échelle des stats, mais c'est vraiment un truc hyper commun dans quelques disciplines, et par contre, ça s'est peu diffusé autour, quoi. Il y a vraiment un truc en chimiométrie, là, où c'est au centre c'est vraiment un pilier dans la boîte à outils, et c'est relativement peu connu par ailleurs. Et du coup, je vois une question sur est-ce qu'il y a de la documentation sur l'usage des PLS en mode analyse factorielle et interprétation en sociologie. Ben non, c'est ça, malheureusement non. Donc à la fois, on peut se dire c'est bien, il y a tout à faire et c'est pas si fréquent, mais en même temps, il y a un côté aussi un peu inconfortable. Il n'y a pas trop de garde-fous ou de grilles de modèles sur lesquels s'appuyer, quoi. Mais si j'ai bien compris, tu invites quand même à toujours comparer la méthode standard avec la méthode PLS, hein, pour quand même oui, PLS une espèce de garde-fou, quoi, ou toutes les méthodes que tu as présentées, quoi, qui est quand même oui, un début de garde-fou, quoi. Je pense si l'idée c'est d'une manière générale d'étudier des effets de structure et comment la prise en compte de telle ou telle autre variable fait changer les résultats, enfin, de la même manière que je pense que faire une régression sans montrer les résultats de régression dans un article, sans montrer les résultats des analyses bivariées avant, je trouve que globalement disons, pour le dire gentiment, c'est dommage, quoi. On passe à côté d'une partie des résultats et voilà, on passe à côté d'une partie des interprétations qu'on pourrait faire. Donc en tout cas, si on est dans cette logique de se dire, voilà, regarder ce que change la prise en compte de telle ou telle variable, appliquée à l'analyse factorielle, je pense qu'effectivement, il faut comparer les résultats de l'analyse factorielle classique aux analyses factorielles où on va contrôler ou au contraire centrer l'analyse sur la prise en compte d'autres variables. Alors, on a reparlé très rapidement des analyses factorielles multiples. D'après les deux ouvrages que tu as présentés, j'ai bien aimé, mais analyse factorielle simple, du coup, dedans, ça va être quoi? Ça va être analyse factorielle de correspondance, ACP et ACM. Les deux sont articulés, donc il y a une progression. Où s'arrête le premier? Il y a AFC, sans doute ACP, et peut-être que l'ACM est au début du deuxième volume. Et après, il y a introduction au PLS, aux variables instrumentales, à l'analyse factorielle de tableaux multiples aussi. Enfin, il y a toutes ces méthodes-là, à chaque fois en 10 pages. Enfin, c'est assez court et voilà, et pédago de ce point de vue-là, parce que typiquement, autrement, j'ai mis le manuel de Tenenos en PLS, mais Tenenos, c'est un pur statisticien
c'est avec des exemples absolument pas, voilà, comme un certain nombre de manuels de stats qui n'ont vraiment rien à voir avec les sciences sociales et où bon, ce qu'on peut dire en termes d'interprétation, c'est pas hyper développé, quoi. Il n'y a pas beaucoup de guides de ce point de vue-là, quoi. Et il me semble qu'en plus, enfin, il était enseignant en école de gestion ou de commerce, donc des fois c'était très orienté. Il y a une méthode sur le. Alors, attends, j'ai toujours du mal sur les analyses factorielles multiples, justement sur l'analyse factorielle multiple duale, où en fait on avait des groupes d'observation qui pouvaient être des groupes de catégories socio-professionnelles ou des groupes qui appartiennent à des pays, voire les mêmes enquêtés qu'on enquêtait dans le temps. Là, tu n'en as absolument pas parlé. Sur le. Alors, il y a des liens entre l'analyse factorielle multiple et ce que tu as présenté. Là, c'est quoi? C'est vraiment très différent de ce que tu as creusé ou c'est Non, j'aurais vraiment pu les ajouter au panorama, si ce n'est qu'il me semblait que c'était déjà un peu plus connu. Et puis, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que il n'y a pas la symétrie, justement, il n'y a pas l'apostrophe la symétrie de la relation entre les Y et les X en analyse factorielle multiple ou en analyse factorielle duale, etc. Mais je pense que c'est aussi très bien dans la boîte à outils. Il n'y a pas du tout d'opposition à ça. Je l'ai utilisé dans certains articles aussi, mais disons que là, dans le cas de figure on a un groupe de variables à expliquer et un groupe de variables explicatives, je me dis que des méthodes qui prennent en compte cette différence de statut et donc une direction dans la relation entre ces deux groupes de variables, ça peut être plus satisfaisant, plus pertinent. Alors, on a notre collègue géographe Jean Rivière qui a mis une série de commentaires et de questions. Son premier commentaire, c'est sur des choix stratégiques un peu en termes de publication. J'appuie vraiment cette question parce que il y a des moments sur des articles, je discute très très tôt avec mes collègues en disant mais attendez, où est-ce que vous voulez publier? Parce que si c'est dans une revue anglophone, je vais peut-être pas faire des analyses factorielles. Et donc là, est-ce que les régressions PLS ont peut-être plus de chances de passer que. Ouais. En tout cas, ça se tente. Et puis en présentant sous un certain angle, disons, la méthode et en choisissant ses références bibliographiques, je pense qu'il y a effectivement moyen de la faire passer pour un truc vachement plus sérieux et solide que les analyses factorielles dans des contextes où effectivement c'est vu de manière c'est un peu comme du menu fretin statistique et des trucs purement exploratoires qui permettent pas de prouver des choses ou de valider des hypothèses en dehors de certains champs thématiques. Voilà, pour le coup, quand on travaille sur les pratiques culturelles, c'est plus facile de publier avec des ACM parce que c'est bien admis d'utiliser ces méthodes-là, par exemple, mais c'est vrai que dans pas mal de domaines, ça va être un peu difficile. Et ouais, effectivement, ça peut être aussi une stratégie de publication. Et sur la dernière remarque, en plus, sur l'exemple que citait Jean Rivière de faire de la sociologie ou sociogéographie électorale, encore pour faire de la pub, mais dans les manuels de Xavier Brie, les exemples, alors peut-être pas tous, mais il y a une partie des exemples qui sont des exemples à partir de résultats électoraux, comme ça, au niveau agrégé. Bon, voilà, lui, il n'est pas, c'est un statisticien, Xavier, mais donc, pas le lieu d'aller très loin dans le manuel sur les interprétations, mais en tout cas, c'est ce type de données aussi qu'il a utilisé. Allez-y dans vos questions, dans vos remarques. Alors du coup dans le chat ou à l'oral pour ceux qui peuvent avoir un micro. En tout cas, merci parce que c'était vraiment, c'était à la fois dense, très théorique, mais en même temps avec beaucoup de recul. Je trouve que ça m'a permis
de prendre un regard un peu plus, de regarder mes pratiques de statisticien, entre guillemets, de plus haut et d'avoir un bon coup de réflexivité et d'éviter de sortir, de s'ancrer dans des routines, comme on dit des fois. C'est pour combler un vide, hein, mais je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on discute sur ces histoires de données exhaustives, de recensement sur lesquelles on ne peut pas faire de régression. Enfin, parce que je suis pas sûr que ce soit. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'a priori là-dessus, mais c'est peut-être pas forcément un tuto qu'il faut faire, mais ouais, après, c'est pas les régressions en tant que telles, je pense qu'ils sont pas adaptés, mais c'est plus les tests paramétriques, type p-value, tout ça. Si l'idée des tests est de voir est-ce que ça se généralise, généraliser des données exhaustives. Après, je sais qu'il y a des débats. Enfin, pour sauver les tests, il y a des statisticiens qui disent que oui, mais en fait, la population, on peut dire que c'est un échantillon d'une superpopulation théorique, etc. Bon, on peut toujours, quoi. Mais... Bon. C'était pour combler un vide. Hein. Ouais, les tests, on pourrait effectivement faire des tutos, en tout cas des ateliers entiers de est-ce qu'il faut jeter à la poubelle les tests paramétriques, comme le suggèrent de plus en plus un certain nombre de statisticiens, psychologues, etc. Mais donc aujourd'hui, vous êtes une toute petite communauté de sociologues à utiliser ce genre de méthode quand même, hein, si je comprends bien. Les ACM et les ACP, on n'est pas nombreux. Ouais, ça, mais là, ce que j'ai présenté là, en fait, ça doit être présent. Enfin, je pourrais pas dire que ça n'existe pas, mais je ne saurais pas vous citer d'exemple. Alors après, il est possible aussi que ça existe sous d'autres noms. L'analyse interclasse, je crois que c'est celle-là qui s'appelle chez certains analyse canonique des correspondances ou un truc comme ça. Enfin, il y a aussi ce truc de terminologie qui fait qu'on passe peut-être aussi des fois à côté de travaux et d'équivalences entre des travaux similaires, mais non. J'ai passé quelques heures à taper PLS sociologie dans les moteurs de recherche, etc. Et vraiment à peu près rien. Il faudrait demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Il pourrait faire des articles. Et en revanche, de ce que tu montrais dans les exemples, tu as réussi à publier en utilisant ces méthodes. Hein. Ah non, c'est que des trucs non publiés. C'est que des trucs non publiés. C'est sur des données sur lesquelles j'ai fait d'autres choses par ailleurs, avec des méthodes plus classiques. Mais non, c'est publié tout ça. Parce que là, ça te demande un gros coup d'explicitation de ta méthode pour pouvoir publier, quoi. Ouais, et puis sans doute des allers-retours pénibles avec les reviewers, selon les revues. Mais, en tout cas, le commentaire de Viviane dans le chat montre la qualité de ton intervention, parce que même un vendredi après-midi, Viviane a envie de faire du PLS2, donc c'est quand je parlais de retour, enfin de réflexion sur nos pratiques, d'écart et de prise en compte et de réflexion. C'est assez stimulant comme intervention, quoi. Ça donne envie de regarder des choses, quoi. Donc voilà, il y a un complément sur le lien entre Camins et ACP qui a été déposé dans le chat. Et une nouvelle question, quelle est la valeur prédictive des coefficients issus des PLS comparée à des coefficients d'une régression classique qu'on peut utiliser tel quel pour les prédictions? Si je comprends bien, c'est en termes de comparaison de performance entre des régressions paramétriques classiques et la régression PLS. Là, je pense que c'est des réponses générales là-dessus. Alors c'est vrai qu'en machine learning, etc., il y a plein de
travaux qui mettent sur un banc d'essai avec plein de jeux de données, des tas d'algorithmes et de techniques pour voir les plus performantes. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas sûr que les PLS soient souvent intégrés à ce genre de banc d'essai. En tout cas, voilà, sur les quelques exemples où j'ai regardé, c'est au moins aussi bon, puisque ça prend en compte de manière plus riche les relations entre les différents groupes de variables. Donc, logiquement, voilà, on peut espérer que les prédictions soient de meilleure qualité. Et puis, en l'occurrence, le fait que ce soit utilisé dans des disciplines comme la chimiométrie, des disciplines comme ça, je trouve ça un peu rassurant. Là où je pense qu'ils sont plus attachés que nous au R2, enfin, voilà, aux équivalents comme ça de performance des modèles. Un peu rassurant. Alors, sur l'interprétation, comment interpréter les coefficients des résultats d'une PLS? Alors, là où en fait une régression en soi, elle a une solution unique, donc les coefficients sont uniques. En PLS, en fait, ça propose une solution parmi d'autres, et c'est les coefficients qui tiennent le mieux compte de ce compromis à 3 jambes dont je parlais. Mais après, il faut plus, sous forme de coefficients standardisés, c'est plus regarder les interpréter comme l'importance relative de chacune des variables, comme le poids relatif des différentes variables ou modalités de variables dans la prédiction. Et alors, tout à l'heure, pour les classifications, le clustering, alors oui, est-ce qu'il y aurait des sortes de méthodes interclasses ou intraclasses pour le clustering? Donc j'imagine type classification ascendante hiérarchique ou K-means, etc. Alors je ne sais pas, je ne connais pas. Après, j'imagine que ce serait possible d'inventer ou au minimum de bricoler quelque chose, mais je n'ai pas la connaissance comme ça. Oui, d'accord. Pardon. Du coup, là, c'est moi qui est vraiment orienté en erreur. Hein. C'est vraiment de classification de variables. Alors, il y a des travaux il y a des techniques. L'INSEE, à un moment donné, s'était amusé à faire à classer les équipements les équipements des communes, pas en termes de variables, enfin vraiment sur des logiques de catégorisation de variables, d'ensemble de variables proches. Oui, ouais. Alors c'est moi qui avais effectivement pas compris si c'est du clustering de variables. Là, pareil, je connais de très loin l'existence de techniques de clustering de variables, mais voilà, pas plus que ça. Et là aussi, j'imagine, on voit quand on regarde un peu derrière ces analyses interclasses, intraclasses, et tout ça, qu'il y a une dimension bricolage en fait. La brique de base, c'est de faire des ACP en gros, et puis des régressions, d'articuler ça d'une manière un peu habile, mais donc voilà, je me dis que sur d'autres algorithmes ou d'autres techniques, il y aurait sans doute moyen aussi de mettre au point ce type d'articulation. Écoutez, juste parce qu'il nous reste 3 minutes quand même, pour nous faire rêver, quand même, dis-nous juste ce que tu as mis dans le HTML, parce que j'ose pas l'ouvrir parce que j'enregistre, même si je suis le seul à l'avoir pour le moment. Alors, je vais l'ouvrir moi-même. Mais c'est juste c'est voilà, pour donner envie à tout le monde d'aller le chercher, essayer de le mettre. C'est la première fois qu'on met du HTML sur le site, donc je suis pas sûr d'y arriver en 2 secondes, mais je vais essayer de le mettre ce soir. Ouais, parce que j'ai des collègues qui font du HTML sans le savoir. Ouais, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a du HTML sur le site, mais un fichier comme ça, Là, fourni en tel fait, faut quel le en prendre juste HTML, comme faut le prendre juste comme un fichier, comme si c'était un PDF ou n'importe quel document. Ouais, ça, S'il est téléchargeable, après les
les gens peuvent l'ouvrir dans leur C'est ça. navigateur, quoi. On n'a pas d'accès FTP pour déposer les fichiers, mais je pense que je vais y arriver de manière un peu détournée. Et donc, en termes d'exemple, il y a un exemple d'utilisation de variables supplémentaires, un exemple d'analyse interclasse avec des données d'opinion politique, une sorte de réplication d'un article de 2000 sur une enquête post-électorale du CEVIPOF. Il y a deux exemples de régression PLS, une en mode vraiment régression, qui est là une réplication de l'article de Vallée et Caille sur la réussite scolaire au collège des enfants étrangers ou issus d'immigration, et une autre sur les loisirs à partir de l'enquête Histoire de vie 2003, et puis un exemple d'analyse conditionnelle, alors là qui est peut-être plus ou moins ce que j'ai présenté tout à l'heure, ou proche en tout cas. Voilà. D'accord. Donc ça, on essaye de le mettre très vite sur le site pour que vous puissiez essayer vous-même à partir de l'exemple. Bien, et bien écoutez, voilà, un bravo qui arrive en majuscule, que je porte au nom de toutes et tous, à la fois de l'équipe organisateur et de l'équipe organisatrice, pardon, des tutos, puis des participants, puis on remercie aussi les participants d'être là, de faire vivre les tutos par vos discussions et vos questions, vos remarques et vos commentaires. C'est aussi grâce à vous que ça peut être aussi dynamique. Et puis merci beaucoup Nicolas pour ce tuto. Alors je sais pas comment pour avoir été fouillé loin, parce que effectivement c'est de réentendre parler de Brigitte Escoffier, de ses papiers qu'elle avait écrits dans la revue Modulade dans les années 90. On se rend compte que sur le plan théorique, il y avait pas mal de méthodologies qui ont été développées, qui ont peu été implémentées dans des logiciels, et puis qui peuvent ressortir de temps en temps, et en tout cas qui ont vraiment un intérêt pour mieux comprendre nos données, pour les analyser, les explorer, les considérer. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ce travail, pour aussi tous les packages R que tu fais, pour ta disponibilité, pour tes tutos, et voilà, donc merci à toutes et tous. Et non, je fais de la pub. Alors, je fais de la pub pour le prochain tuto qui va porter sur les modèles de comptage, sur comment faire, justement, on va rester dans les régressions, mais régresser sur pas grand-chose, c'est des variables que d'avoir connu 1, 2 ou 3 événements. Est-ce qu'on peut faire des régressions classiques ou est-ce qu'il faut des modèles spécifiques? Vous avez la réponse un peu dans la question. Ça, ce sera en fait le 21 mai, c'est plus le 7 mai, on décale. Et puis, on a commencé à publier, à faire de la pub pour notre ANF qui va être dédié aux données longitudinales. Est-ce que le temps est une considération spécifique des sciences sociales? Est-ce que c'est une variable particulière? Comment on peut analyser des données longitudinales? Donc ça, ce sera à La Rochelle au mois d'octobre. Et du coup, je fais aussi un peu de pub pour des collègues d'un autre réseau qui ont aussi eu la bonne idée de faire une analyse, une action de formation sur Tidyverse, et ce sera au même moment et au même endroit. Donc, faites le choix, mais voilà, les deux formations sont super de toute façon, donc je ne peux pas dire qu'il y en a une qui sera meilleure que l'autre. Mais voilà. Donc, merci à toutes et tous, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci.